À la une de l'actualité, l'opposition politique dénonce une fois de plus des tentatives de corruption électorale orchestrées par des individus proches du pouvoir. Leur mode opératoire consisterait à collecter les cartes nationales d'identité des femmes afin de les aider à obtenir les fonds de relance économique Covid-19. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans ce journal. Près de 6 ans après l'insurrection populaire, les victimes blessées attendent toujours des soins sanitaires. Réunis au sein d'une association, ils ont exprimé leur colère ce matin. Elles accusent le gouvernement de ne pas respecter ses promesses. Une marche meeting avortée à Puitenga pour exiger la construction d'un abattoir frigorifique moderne. L'infrastructure avait pourtant été annoncée par le Premier ministre comme état déjà réalisé, mais sur le terrain, il n'en est rien. L'abattoir actuel est dans un état totalement dépourvu d'hygiène. Les autorités rassurent pourtant que les fonds sont toujours disponibles pour le projet. Les bouchers, eux, accusent le maire de freiner les choses. Qu'est-ce qui coince véritablement? Tous les détails à suivre dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. À 2 mois des élections législatives et présidentielles, l'opposition politique crie encore à des tentatives de corruption électorale. Le CEFOP affirme détenir des preuves tangibles. Des individus proches du pouvoir en place auraient collectionné des documents d'identité des femmes dans le but de les aider à bénéficier de fonds de relance économique Covid-19. Les précisions avec Rémi Lambert-Nibi. C'est une autre forme de tentative de corruption électorale qui est dénoncée par l'opposition cette semaine. Elle soupçonne le parti au pouvoir de vouloir se servir des fonds de relance économique Covid-19 pour garantir des voix lors des prochaines échéances électorales. Il nous est revenu de nos structures locales que dans plusieurs localités de Burkina, notamment l'arrondissement 9 de Ouagadougou, à Réo, dans le Sanguier, à Korsimoro, dans le Sanmatenga, des individus proches du pouvoir collectionnent des cartes d'électeurs et des photocopies des cartes d'électeurs, notamment auprès des femmes. Ce sont des promesses d'aide que ces derniers promettent à ces femmes. Nous soupçonnons que des militants du MPP utilisent le programme d'aide Covid-19, les fonds d'appui aux femmes à des fins électoralistes. On vous dit, si vous donnez votre carte d'électeur, on vous promet 50 000 francs comme accompagnement. Et ces bonnes dames n'ont rien, elles ne peuvent qu'accepter. Et c'est condamné par la loi. C'est ça que l'opposition dénonce. Et nos militants nous ont donné des preuves. Et ces preuves seront reversées à qui de droit. Les concours directs de la fonction publique battent leur plein avec un ratio candidat-poste à pourvoir ahurissant. Pour l'opposition, c'est bien là la preuve de l'échec de la politique d'emploi du président sortant. Cette année, plus de 1 290 000 candidats sont enregistrés pour près de 4 700 postes à pourvoir, soit un poste pour plus de 270 candidats. Le président Kaboré avait promis 650 000 emplois durant son quinquennat. Mais après son accession au pouvoir, il a diminué le nombre de postes à pourvoir dans la fonction publique, sans avoir à susciter et promu des entreprises viables. Tout en invitant le gouvernement à la prise de mesures pour la scolarisation des élèves déplacés internes, le CEFOP préconise également un plan de riposte Covid-19 en lien avec la rentrée scolaire qui s'annonce. Plus d'1 200 000 candidatures pour environ 4 700 postes à pourvoir. Des chiffres de la fonction publique qui prouvent que le pouvoir MPP a échoué en matière de création d'emplois. Selon le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès promet changer la situation s'il est élu au soir du 22 novembre prochain. Promesse faite lors d'une assemblée générale dans la commune de Samba, dans le Passouré. Justin Amonto nous en dit plus.
C'est dans une ambiance de chants et danses que la population de la commune de Samba, dans la province du Passoré, reçoit la délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. En assemblée générale ici, les militants CDP de cette commune démontrent à travers une forte mobilisation leur soutien au président du parti de l'EPI et de la DABA. Le représentant d'Edi Komboyogo a rappelé la nécessité de travailler au retour du CDP au pouvoir pour que le Burkina Faso et sa jeunesse retrouvent l'espoir. Quand on regarde aujourd'hui le recrutement de cette année, par exemple au niveau de la fonction publique, sur 1 290 000 et quelques candidats, on veut que 4 727 personnes. Ce qui veut dire que sur 273 candidats, c'est une seule personne qu'on veut. Donc ce qui veut dire que ces gens-là, ceux qui sont au pouvoir, ne travaillent pas pour régler le problème du chômage. Ce qui veut dire qu'ils sont là uniquement, c'est eux seulement. Donc c'est une occasion pour la jeunesse de les sanctionner. On doit purement et simplement les sanctionner, mais dans les urnes. La jeunesse est déjà à pied d'œuvre effectivement pour rassurer le président Edi Komboyogo quant à son élection au soir du 22 novembre. En réalité, l'âge aujourd'hui, c'est une assemblée générale des jeunes. Et ce type d'activités vont se dupliquer dans toutes les 9 communes rurales de la province du Passoré. Parce que la province du Passoré compte 9 communes et il y a un programme qui va se dérouler dans ce sens. Nous voudrions qu'à 2-3 semaines même des élections, que les autres partis puissent même abandonner la course parce qu'en réalité, nous allons créer la différence. Une assemblée générale qui enregistre l'arrivée des démissionnaires d'autres partis. Ils ont choisi de rejoindre le CDP. Des Burkinabés de la diaspora américaine ne sont pas en reste. Ils soutiennent également le candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, Edi Komboyogo. Les blessés de l'insurrection suivent certainement de près toutes ces promesses faites par les partis politiques et autres personnalités au sommet de l'État ou qui aspirent à y être. En ce qui concerne les promesses de prise en charge sanitaire, il faut dire que certains blessés des événements des 30 et 31 octobre 2014 attendent toujours. C'est ce qui ressort d'un point de presse organisé par leur association ce mardi. Elle dénonce justement l'inaction du gouvernement. Archimède Boy. Les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 en colère contre le gouvernement. 6 années après ces événements, certains attendent toujours une prise en charge sanitaire qui tarderait à venir. Le président de l'association des blessés de l'insurrection populaire cite en exemple le cas de Innocent Ganou. Ce dernier aurait perdu un œil. À l'époque, on a eu la possibilité de l'évacuer en France. Et il est parti en France. Il a suivi au moins 12 opérations à l'œil pour lui remettre un implant. Et pendant qu'il est arrivé en France, n'ayant pas d'activité ni de quoi pouvoir subvenir à ses besoins, il vit en France comme un sans domicile fixe. Il n'a même pas un abri. Et tout le monde, et parce que j'ai eu la preuve, parce que moi j'ai été le voir, et il vit et il a mal, il ne comprend pas pourquoi on l'a abandonné à ce point. Abbas aussi est une victime. Évacué au Maroc, il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Mais depuis 4 ans, il attend la dernière intervention. Sur tout mon corps, j'ai été opéré pour enlever les os, la viande, la peau, pour pouvoir greffer mon pied. Il me dessine une dernière opération que je devais repartir faire. Ça fait 4 ans maintenant que je devais repartir. Mais alors, l'État n'a pas encore réagi sur mes dossiers. Cette association révèle aussi qu'une carte de prise en charge sanitaire aurait été promise par le ministère de la Santé. Une promesse non tenue jusque-là, selon ses victimes. À Madame le ministre de la Santé, nous avons un dossier de carte de santé qui permettra à chaque blessé de se faire prendre en charge en cas de rechute liée à ces blessures de l'insurrection populaire ou du putsch manqué qui traînent dans vos bureaux. Qu'en avez-vous fait? Où en êtes-vous avec le dossier? Nous souhaitons que le dossier soit opérationnel avant la commémoration pour votre honneur et celui du peuple insurgé. À chaque commémoration de l'insurrection,
le gouvernement recueille les doléances des victimes. Mais une fois la commémoration passée, impossible de revoir les autorités pour le suivi de ces doléances, regrette Dramane Ouedraogo. Les autorités interpellent également à Puitenga où les bouchers et le maire sont à couteau tiré sur le choix du site devant abriter le nouvel abattoir frigorifique moderne. Conséquence, l'ancien abattoir est toujours en service alors qu'il est dépassé, vous allez le voir. Les animaux y sont abattus dans des conditions hygiéniques exécrables. C'est pourtant cette viande qui finit dans les assiettes des habitants de la ville. Qu'est-ce qui freine la construction de cet abattoir, pourtant annoncé, réalisé par Christophe Dabiré devant les députés? C'est le grand format de cette édition. Il est signé Wen Payade, Arsène Konditambi. Voici ce à quoi ressemble l'abattoir de Puitenga. Partout sur le site, des détritus, de l'eau usée et de fortes odeurs nauséabondes. C'est dans cette extrême insalubrité que sont abattus tous les animaux vendus sur les étals du marché de cette commune urbaine. Aucune hygiène sur cette aire d'abattage, aucun système de canalisation ni de gestion des eaux. C'est très sale et ça nous empêche vraiment de travailler. Ouais. Avec les espaces qui sont présentement ici, nous ne pouvons pas vraiment faire l'abattage ici. Regardez les trous qui sont au niveau des aires d'abattage. Nous ne pouvons pas. Donc nous sommes obligés d'abattre sur le sol. Nous sommes obligés d'abattre sur le sol et avec toutes les saletés possibles qui sont tout autour. On n'a pas le choix. En plus de ne satisfaire à aucune norme hygiénique, cet abattoir est aujourd'hui dépassé. Trop petit, les aires d'abattage ne peuvent plus contenir l'ensemble des activités des professionnels de la viande. L'infrastructure que vous voyez, c'est réservé pour l'abattage des petits ruminants. C'est l'espace réservé présentement pour l'abattage des petits ruminants. Et à nos jours, là, par jour, Puitenga peut abattre plus de 300 têtes de petits ruminants par jour. Imaginez-vous avec cet espace-là, avec 300 têtes. C'est vraiment compliqué. Dans le cadre du PCESA, le programme de croissance économique du secteur agricole, Puitenga avait bénéficié d'un financement de 2 milliards pour la construction d'un abattoir frigorifique moderne. 2 sites avaient été choisis, l'un à Zoré et l'autre à Nimpouro. Le Premier ministre Christophe Dabiré avait affirmé devant l'Assemblée nationale que l'infrastructure avait déjà été construite. Mais ce vendredi 18 septembre à Tenkodogo, le chef de l'exécutif s'est publiquement rétracté. Les fonds nécessaires sont désormais disponibles. Il ne reste plus qu'aux acteurs de trouver un terrain d'entente. Il revient à la mairie de dire tout simplement, monsieur le ministre, voici le site que nous avons retenu pour la construction de l'abattoir. Et voilà, l'abattoir va voir son jour. Voilà. Mais non, monsieur le maire est toujours campé sur sa position. Et nous disons qu'il ne veut pas réellement voir l'abattoir voir le jour à Puitenga. Nous sommes ici à Zoré, un village situé à moins de 5 km de Puitenga. C'est sur cet espace que les bouchers veulent voir ériger l'abattoir de la ville. Ce site a également reçu la meilleure note d'une mission technique du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le marché est juste à côté, à moins de 2 km. Nous achetons le bétail à côté. Nous les abattons ici avant d'aller écouler au marché. Il n'y a aucun détour à faire. Mais si nous devons acheter les animaux, aller jusqu'à Nimpouro qui a 10 km, ça va être difficile. Nimpouro est très éloigné de la ville et rien ne justifie l'installation de l'abattoir à cet endroit. Nous n'avons pas de véhicule pour effectuer les déplacements. Ce 21 septembre, les bouchers avaient décidé de marcher pour exiger la construction de l'abattoir sur le site de Zohori. Mais la marche n'a finalement pas été autorisée par la mairie. Cette autre affaire qui pourrit l'atmosphère, mais cette fois-ci à Bobo Dioulasso, une jeune fille de 13 ans victime de viol. L'histoire fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les populations riveraines des lieux où la forfaiture aurait été commise entrent en scène. Elles exigent la fermeture de l'auberge présentée comme un lieu de dépravation des mœurs. Reportage Soto Justin Dabiri.
Les riverains du quartier Dogona, situé au secteur 13 de Bobo-Dioulasso, derrière les rails dans l'arrondissement 3, ne sont pas contents. Ils dénoncent les nuisances sonores et surtout la dépravation des mœurs dont serait à l'origine l'auberge 518 de Dogona, appelée le terminus de Dogona. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de ce qui se fait ici. Ce n'est pas du tout de notre goût. Depuis qu'elle a ouvert ce lieu, c'est devenu très insupportable pour nous. Nous avons soumis le problème au maire à plus de 2 reprises, mais sans gain de cause, soit disant que la dame est à jour de ses droits et taxes. Avec la venue de la Covid-19 qui a ralenti ses affaires, on a pu se reposer un peu. Mais le lieu n'a pas tardé à répondre son cycle de fonctionnement. Nous conduisons cette fois-ci devant le juge. Le juge l'a convoqué et l'a fait part de notre insatisfaction sur les pratiques qu'elle mène devant nos concessions. Cette procédure devant le juge a encore connu un relâchement, car coïncidant avec le congé de la justice, et elle a profité de ce temps pour nous traumatiser davantage. Chaque soir, les prostituées sont alignées dans notre quartier. Même derrière ma maison à côté, elles ne manquent pas. Nuisances sonores, lieu d'activité malsaine pour les enfants du quartier, dépravation des mœurs, voici les griefs des riverains du quartier Dogona portés contre l'auberge, le terminus de Dogona. Mais la colère de ces riverains va s'accentuer lorsqu'une jeune fille de 13 ans, disent-ils, va être victime d'un viol de la part du vigile de l'auberge. Ce sont ceux d'ici qui l'ont flattée pour accomplir leur sale besogne. Ce n'est pas du tout bien. Si on les laisse, d'autres personnes poseront le même acte. Nos enfants n'arrivent pas à étudier. La nuit, nous n'arrivons pas à dormir. La musique est jouée jusqu'au petit matin. Nous souhaitons la fermeture de cet endroit. Son emplacement ici dans le quartier constitue une menace pour l'avenir de nos enfants. Le présumé violeur, selon les riverains du quartier, serait entre les mains de la justice pour répondre de ses actes. Après plusieurs démarches auprès des autorités de l'arrondissement, les riverains du quartier ont décidé de la fermeture de l'auberge. Vraiment, ça ne nous plaît pas. Ça expose nos enfants et nos femmes. Nous souhaitons qu'à partir d'aujourd'hui, cela cesse. On ne veut même pas entendre que les lieux ne seront pas fermés. À partir d'aujourd'hui même, nous exigeons sa fermeture. Bon, nous savons que pour ces genres d'activités, il est important aussi que l'autorité sache que les riverains ne sont pas d'accord et que ça les dérange vraiment. Pendant qu'on fait ce rassemblement, la dame a dû faire des tours et c'est des autorités qui nous invitent à déguerpir les lieux parce qu'on a déjà engagé une procédure de s'en tenir à la procédure. Ça, c'est une preuve que si on laisse tout entre les mains de l'autorité, ça peut traîner le temps qu'il faut. Donc nous avons décidé d'être là ce matin et de décréter la fermeture de ce coin-là, à compter de maintenant. Approché, la propriétaire de l'auberge mise en cause par les riverains du Dogona dit ne pas vouloir réagir pour le moment. L'affaire serait actuellement au niveau du commissariat de l'arrondissement 3. Les riverains, eux, disent n'avoir pas pour intention la destruction de l'auberge. Ils veulent, disent-ils, avoir une réponse favorable à leurs revendications auprès des autorités compétentes pour, disent-ils, retrouver un calme et une ambiance moins dérangeante et moins dépravante pour les enfants dans les quartiers. La jeune fille qui serait violée par le vigile de l'auberge et annoncée morte sur les réseaux sociaux se porte bien aux dernières nouvelles. Affaire jeune fille de 13 ans violée et autres dossiers pendants en justice, le procureur général près, la cour d'appel de Fadangourma appelle les populations à la patience. Les procédures judiciaires prennent du temps, dit Rasmane Bikenga. C'était à l'occasion de l'ouverture de l'audience de la chambre criminelle de Fada, une audience délocalisée à Tenkodogo afin de mieux rapprocher la justice aux justiciables. Majid Bakouan. Rapprocher la justice aux justiciables, c'est l'intérêt de la délocalisation à Tenkodogo de l'audience de la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadangourma. À cette audience, ce sont 21 dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Durant 9 jours de procès, 34 accusés dont 2 femmes seront devant le prétoire pour connaître leur sentence. Les reprochés essentiellement à ces accusés le meurtre, l'enlèvement et le délaissement aggravé d'enfants. Personnellement, nous défendons une personne dont on accuse d'avoir attenté à la vie de sa concubine. Et nous essaierons de voir ce qu'il en est à l'issue de la dite audience. Le peuple burkinabé a soif de justice, selon le procureur général près de la cour d'appel de Fadangourma. Une justice qui connaît parfois des lenteurs dans le traitement des dossiers. Seulement nous leur demandons de la patience, de nous faire confiance. Les procédures prennent du temps. Il y a des expertises
à faire et parfois on est amené à faire les expertises à l'étranger et à requérir des experts qualifiés pour ça. Et au-delà de ça, ça demande également et énormément de moyens. Et pour le réaliser et pour le faire, il faut un budget, il faut un capital. Et ce budget, nous, on ne l'a pas à tout moment. Cette session a été possible grâce au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Elle a pour objectif de contribuer à l'approfondissement de l'état de droit et de la démocratie au Burkina Faso. Cette question à présent, comment rendre résilient le système éducatif burkinabé face aux chocs créés par les défis du moment? Le MENA-PLN opte pour un nouveau plan stratégique. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales réfléchit sur un nouveau référentiel dans le domaine. Alexis Belemnaba. Si l'adoption d'un nouveau plan stratégique éducatif quinquennal émane de la volonté du gouvernement, le succès de sa mise en œuvre exige l'adhésion de tous les acteurs de l'éducation. Ainsi, l'administration publique, la société civile, les partenaires sociaux, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont à l'œuvre. 48 heures de réflexion afin de disposer d'informations stratégiques et indispensables pour la contribution à son élaboration. Nous avons entamé depuis un certain moment la rédaction d'un nouveau référentiel, mais tenant compte donc des textes réglementaires encadrant la rédaction des référentiels dans notre pays. Donc on ne sera plus sur un référentiel sur 10 ans, mais sur 5 ans. Et aujourd'hui, l'atelier qui nous réunit a pour objet justement d'examiner la note de simulation sur l'orientation financière que nous voulons donner à ce nouveau référentiel qui doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. D'abord, les grands défis que vous avez présentés, le défi sécuritaire qui a provoqué la fermeture de nombreux établissements et qui nécessite que nous puissions envisager des innovations pour rendre notre système éducatif résilient. Il y a eu la question de la maladie à coronavirus, qui a perturbé le système éducatif et continue justement à travers le monde d'avoir un impact sur le développement du système et qui nécessite qu'on adapte aussi le système éducatif avec cela. Il y a toutes ces questions de fraude sociale. La situation économique mondiale ne favorise pas une mobilisation des ressources financières internationales. Pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, il est impératif de compter plus sur une mobilisation des ressources financières internes. Le fait que l'environnement économique mondial lié justement à la pandémie n'est pas très favorable à ce que nous ayons plus d'espoir sur la mobilisation des ressources extérieures. Il y en aura, mais ce n'est pas sûr qu'on en ait suffisamment pour élever de nombreux défis. Et donc, nous devons orienter notre système, notre nouveau référentiel sur le plan financier, sur la mobilisation interne, mais sur la réalité aussi. C'est de travailler à éviter d'être totalement ambitieux et nous retrouver à la fin avec des engagements suffisants, beaucoup d'engagements non mis en œuvre pour des problèmes liés aux aspects financiers. À l'issue de cet atelier, plusieurs orientations issues d'un modèle de simulation financière seront présentées. Les choix ont été déclinés par bloc d'enseignement. Ils feront l'objet d'échanges francs. Les réformes raisonnables et soutenables financièrement seront retenues dans le cadre d'un nouveau programme sur la période 2021-2025. Des nouvelles de la crise qui secoue le championnat du Faso Foot. Hier, nous vous montrions la version des clubs frondeurs, mais aussi celle du président de la Fédération du football. Eh bien, au lendemain du boycott des matchs, les protagonistes fument désormais le calumet de la paix. Un terrain d'entente a été trouvé ce mardi. Plus de précisions avec le président de la FBF, Lazare Bansé, que nous écoutons. Nous avons examiné les 4 points et nous sommes tombés sur un accord pour ce qui concerne les 4 points. Le championnat, qui est une des activités phares de la fédération, continue, bien sûr, avec tout le monde. Et je crois que c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui à l'issue de cette réunion, parce que nous voulons donner l'image au Burkina Faso et au monde, l'image d'une fédération unie autour de ces clubs et autour des acteurs du football, parce que pour nous, chacun a sa place dans le monde du football.
Chacun a sa place dans le monde du football. Voyons à présent la réaction du colonel Yacouba Ouedraogo, fondateur de Salitas, un des clubs frondeurs à l'issue de la rencontre. Au nom du président, en tant que président de Salitas FC, ce n'est pas au nom de 8 clubs. Donc déjà, c'est vrai que nous avons eu un très bon entretien avec le président de la Fédération burkinabé de football. Et au niveau de nos requêtes, il y avait 4 points. Et je pense qu'au niveau de Salitas, nous avons reçu en tout cas, j'allais dire, de très bonnes réponses. Et moi, je pense qu'au-delà même de cette requête-là, nous voyons un peu l'intérêt des joueurs de Salitas parce que c'est des jeunes qui sont déjà prêts pour monter sur le terrain. Et moi, je pense que après avoir écouté le président de la Fédération de football, en tout cas au niveau de Salitas, j'irai rendre compte au niveau du comité exécutif et le week-end prochain, on pourra aviser. Monsieur le Président, vous aurez 30 millions comme subvention pour honorer le championnat. Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut dire que les 30 millions ne sont pas acquis. Et comme il a dit le président de la Fédération, il verra en fonction de ce qu'il pourra faire parce qu'il vient d'arriver. Il va essayer de voir un peu ce qu'il y a dans la caisse aussi. Et même, comme vous le savez, bon, sans les 30 millions, au niveau de Salitas, honnêtement, au-delà des 30 millions, on peut gagner plus. Donc, comme je dis, nous allons voir l'intérêt des joueurs. Et aujourd'hui, bon, je pense que chaque club pourra aviser à son niveau. Mais au niveau de Salitas, ce qui est sûr au moins pour les 30 millions, je vous le dis déjà, c'est pas un acquis. Ça au moins c'est clair. Et par rapport au logo des sponsors? Ouais, pour le logo des sponsors, il faut dire que on a eu gain de cause. Parce que là, il y a le sponsor officiel Onatel qui est là. Mais un club qui a des sponsors, il a la latitude de le mettre là où il veut, sur son maillot, mais sur son short. Donc à ce niveau, il n'y a rien à redire. À la Direction générale des impôts, la rentrée sportive cette année est placée sous le signe de la cohésion entre les agents. Une rentrée effectuée à travers une séance d'aérobic. Il est question de promouvoir le sport pour tous. Sandrina Zougouri. En marche pour la promotion du sport pour tous. Les agents de la Direction générale des impôts ont battu le pavé ce 17 septembre pour inviter l'ensemble des institutions à faire du sport pour tous, l'une de leurs priorités. En donnant l'exemple, cet exercice sportif marque la rentrée sportive à la Direction générale des impôts. Le sport étant un facteur de rapprochement, le premier responsable de cette institution financière veut favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les travailleurs. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est l'entente. Vous savez que quand vous faites le sport, comme le ministre vient de le dire, quand vous faites le sport ensemble, vous courez ensemble, vous riez, etc., etc., ça crée des passerelles. Voilà, donc c'est faire en sorte que, au niveau donc des impôts, il y ait une entente, il y ait une meilleure entente. Voilà. Et les impôts ne se distinguent pas des autres directions. Vous savez que quand on travaille ensemble, il arrive donc qu'il y ait des petits soucis, etc. Mais en faisant le sport, etc., on peut améliorer tout cela. Donc, 2 objectifs, voilà. À cette rentrée sportive, ils étaient tous présents. Entre plaisanterie et rire, la cohésion était bel et bien au rendez-vous. Venu encourager ses collègues, le ministre en charge des Finances les a exhortés à toujours être des messagers de paix et à toujours se soutenir mutuellement. Nous avons toujours dit, et notre leitmotiv, c'est la cohésion, l'entente cordiale et la solidarité. Et vous savez que le sport, vous ne pouvez pas pratiquer le sport sans créer les passerelles donc pour une certaine cohésion. Les passerelles pour le vivre ensemble, au-delà des bénéfices que le sport donne, l'importance d'abord c'est d'afficher l'unité et l'entente cordiale entre les agents de la DGI. Au-delà du caractère social, le sport favorise une meilleure activité cérébrale. Pour cette rentrée sportive, plusieurs activités sont au programme dont la Coupe Interdirection qui sera jouée ce samedi 19 septembre. Une séance aérobique a été organisée pour permettre aux sportifs de récupérer dans une ambiance sport et cohésion sociale.
Dans l'actualité africaine, le Mali sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel. Le comité national mis en place par la junte militaire a désigné le colonel à la retraite Ba Ndao pour diriger la transition. Le chef de la junte, Assimi Goïta, lui, est le vice-président. La nomination d'un président civil était une exigence de la CEDEAO. Les Maliens attendent désormais la levée de l'embargo. Une doléance dans un contexte où le pays de Soundiata Keïta célèbre ses 60 années d'indépendance. Au Mali, la junte appelle à la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Ce mardi, le colonel Assimi Goïta a pressé ses voisins d'Afrique de l'Ouest à lever l'embargo en place depuis le putsch contre le président Ibeka. Le chef de la junte a également plaidé pour une réouverture des frontières avec ses voisins et réitéré son soutien aux forces françaises et de l'ONU face aux djihadistes. Le message à l'endroit des peuples maliens, c'est un message d'union sacrée autour du Mali. Et je demande à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu'elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali. Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires telles que la force Barkhane, la MINUSMA et la force Takuba. À l'aune de ses 60 ans d'indépendance, le Mali est embourbé dans une crise politique depuis le coup d'État du 18 août. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est attendu ce mercredi, alors que la junte a nommé le colonel à la retraite Ba Ndao comme président de la transition. L'organisation régionale avait pour sa part exigé la désignation d'un civil avant toute levée de sanctions. Ex-ministre de la Défense Ibrahim Boubacar Keïta, le colonel Ba Ndao devrait prêter serment ce vendredi. Le Mali célèbre le 60e anniversaire de son indépendance cette année dans un climat à la fois d'incertitude et d'espoir. Sur ces images de l'année dernière, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, encore au pouvoir, rendait hommage aux forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme en affirmant qu'elles savaient la confiance qu'il plaçait en elles. Une confiance que l'armée et le peuple lui-même auraient voulu voir s'incarner dans les moyens déployés et dans l'aide dédiée à la crise économique et pour la lutte contre le terrorisme. En l'espace de quelques mois, l'ancien président s'est vu désavoué par l'opinion publique malienne, mais aussi par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine. Il a été renversé par un coup d'État le 18 août dernier par une junte militaire. Ce vendredi auront lieu l'intronisation du nouveau président de la transition gouvernementale Ba Ndio et de son vice-président, le chef de la junte Assimi Goïta. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis la belle ville de Koudougou. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités.